Bonjour, mais qui sont ceux du château et ceux du moulin? Alors le château et le moulin, ce sont les deux quartiers qui composent Saint-Laurent-de-Cerdan, où on fabriquait donc les espadrilles catalanes, les bigatanes. Et ce sont deux quartiers qui se détestent. Le château, c'est là où sont les notables, les propriétaires, en haut. Et le moulin, en contrebas, jusqu'à la rivière, c'est là où habitaient les ouvriers et même les fortes têtes qui ont créé d'ailleurs ensuite une coopérative qui a fait concurrence au patron du château. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Ça en est arrivé à un tel point qu'entre les deux guerres, dans ce village, il ne faut pas oublier la taille de la localité, eh bien, il y avait deux bibliothèques, deux salles de spectacle et même deux équipes de rugby. Je ne vous dis pas l'ambiance lorsqu'elles se rencontraient sur le terrain, là, tout en haut. Et pour symboliser ces deux quartiers, eh bien, dans le roman, il y a donc deux familles, les Boixédé, château, et les nous, en catalan on dit nou en fait, qui sont des ouvriers qui habitent donc au quartier du Moulin, et en particulier donc les deux jeunes hommes, les deux jeunes gens qui ont à peu près le même âge et qui se détestent. Hier, vous avez fait connaissance de Sénène Boixédé, qui essayait de convaincre son père de lui laisser le fusil de l'habit, le mousquet de l'aïeul, pour qu'il le porte à la fête de l'ours, en étant persuadé qu'il lui dirait non. Et à sa grande surprise, eh bien, son père a accepté. Ravi de le voir dans d'aussi bonnes dispositions et pressé d'agir avant qu'il change d'avis, Sénène posa un pied sur la cadirette, c'est la petite chaise en catalan, dans laquelle il s'installait enfant pour profiter de la chaleur de l'âtre et écouter les belles histoires que sa grand-mère aimait à dévider tout en tricotant ou en épluchant des châtaignes, et décrocha l'arme tant convoitée. Le bois de la crosse, poli par des mains et des chiffons depuis des générations, était doux, presque tendre dans sa paume. L'acier du canon, appuyé contre le manteau de la cheminée, tiède. Un frisson parcourut son bras. C'était comme une onde d'énergie qui remontait jusqu'à son cœur. Un sourire détendit son visage et il se retourna vers son père, triomphant. Boix-Coustouche le regardait, les sourcils froncés, et le sourire de Sénène, à peine ébauché, se figea. Sans en avoir conscience, il resserra sa prise sur le mousquet, tout contre sa poitrine, comme si son père menaçait de le lui reprendre. Mais ce n'était pas le fusil qui focalisait l'attention de celui-ci. Just Boixédé contemplait son fils. Non, il le jaugeait. La musique, joyeuse, entêtante, emplissait la pièce à présent. Le flabiol aigrelé et la trompette puissante s'étaient jointes à la ténor. La coble, l'orchestre catalan, passait devant la porte. Décontenancé, Sénène sentit son assurance toute neuve s'évanouir en une seconde. Il en était à se demander ce que le vieux allait encore trouver à lui reprocher, quand Just lui fit signe de la main d'approcher et de s'asseoir face à lui. Le jeune homme obéit sans poser de questions, comme à son habitude. Il déposa avec précaution le mousquet sur la table et prit place non pas sur la chaise, mais sur le banc en bois dur, quelque peu crispé. « Fils, commença Just, la mine grave, fils, j'ai pris une décision. » Sénène retint sa respiration. Qu'est-ce qui allait encore lui tomber sur le coin de la figure? « Tu vas aller à Barcelone. » Le jeune homme s'attendait à beaucoup de choses qui lui avaient traversé la tête en quelques secondes, mais certainement pas à cela. Sa mine devait être assez éloquente puisque Just entreprit aussitôt d'expliquer. La fabrique textile des Sanz, à la Farga de Dalt, marche de mieux en mieux et ça m'a fait réfléchir. Ils peuvent fournir le tissu et les tresses nécessaires à qui voudrait s'installer ici comme sandalier, ici à Saint-Laurent. Alors je ne parle pas de simples cordiers, comme il y en a déjà quelques-uns, mais d'une véritable usine. L'espadrille, c'est l'avenir. J'en suis à présent convaincu. Mais pour y réussir, il faut bien préparer son affaire, comme les Sanz ont su le faire. Pour monter l'atelier, Pierre a envoyé son fils là-bas en Catalogne, chez son frère Francesco, qui a des métiers mécaniques pour fabriquer de la toile à espardaigne, à espadrille. Joseph a appris à s'en servir et à son retour, son père et lui ont créé leur propre fabrique, ici, à Saint-Laurent-de-Cerdan. Tu te souviens, quand ils sont venus ici même, dans cette pièce, nous montrer une tresse en corde de chanvre qu'ils avaient mise au point pour confectionner les semelles? Bon, à ce moment-là, je l'avoue, je n'aurais pas parié bien cher sur la réussite de leur entreprise. Mais j'avais tort.
Elle permet de confectionner des espadrilles de bonne qualité. Et il y a des clients pour de tels produits. Comme le répète souvent le curé, qui ne dit pas que des bêtises, l'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. Ce que ton bon n'a rien de cousin Blaise traduit par « il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis ». Et comme je ne suis pas un imbécile, j'ai décidé que nous allions nous lancer. Ses naines tombaient des nues. S'il s'était déjà penché sur ses chaussures en toile légère, c'était pour les enfiler l'été, pas pour soliloquer sur leur fabrication. Il protesta par réflexe. Mais les clous aussi se vendent bien. Just haussa les épaules. Les clous, mais tout le monde en fait. Dans le Val-Espire, dans le Conflent, partout dans les villages, on en fabrique avec le fer du Canigou. Les cloutiers se marchent sur les pieds. Ses naines n'avaient jamais vu son père ainsi, méprisant envers son propre métier, celui qui faisait vivre toute sa famille et qui lui assurait une position reconnue à Saint-Laurent. Certes, le jeune homme l'avait déjà entendu maugréer qu'il n'hésiterait pas à changer d'activité s'il en trouvait une qui lui permettait de devenir un notable, un vrai. Il ne l'avait pas pris au sérieux. C'était comme lorsque monsieur le curé s'exclamait en chair, les bras ouverts et les yeux au ciel, que s'il parvenait à amener jusqu'à son confessionnal ces têtes de mules du quartier du Moulin, oh, il aurait bien mérité son paradis. Un vœu pieux, quoi. Et ses naines se voyaient bien prendre la succession du vieux à la tête de la clouterie. Non qu'il fût un champion du maniement du marteau, mais la respiration rauque du soufflet de la forge, les battements martelés de son cœur sur l'enclume, avaient bercé sa vie depuis sa naissance, comme une deuxième mère chaleureuse et rassurante, plus aimante parfois même que la vraie. Mais à présent, face au sérieux et à la détermination de son père, il sentait ce cocon douillet voler en éclats. Et les espadrilles, c'est mieux. Là, c'est lui qui avait laissé percer son mépris. On lui avait toujours appris la noblesse du travail du fer, ce minerai extrait depuis l'Antiquité des entrailles du massif du Canigou. Transformé par la magie du feu purificateur et de l'eau limpide de ces montagnes, on le retrouvait en volute sur chaque portail des églises du pays catalan, sous forme de clous, d'instruments, d'outils dans chacune des maisons, des granges et des courthouse. L'abandonner pour du tissu et de la corde de chambre, inimaginable. Mais Boix-Coustouge l'imaginait très bien, lui. Et visiblement, il avait déjà tout réfléchi, décidé et planifié. Si nous sommes les seuls ici à en fabriquer à grande échelle, avec des machines, tout le monde dans la plaine voudra nous les acheter, nos espadrilles, et peut-être plus loin encore. C'est ce que Célène avait failli objecter à son père. Hormis l'été, on pouvait difficilement porter des espardeignes en Val-Espire. La région était humide, la montagne couverte de châtaigniers parcourus par de multiples ruisselets et torrents. Et l'hiver, on s'enfonçait dans la neige jusqu'à mi-mollet. Mais évidemment, sur les coteaux couverts de vignes et la poussière des chemins du Roussillon, c'était différent. Vous y avez longuement réfléchi, père, apprécia mécaniquement le jeune homme. Et j'ai tiré mes plans, acquiesça juste Boixéder en plantant son regard dans celui de son fils. Tu vas partir à ton tour à Barcelone. J'ai écrit à un de mes cousins qui a une boulangerie à Sabadell. Il est d'accord pour te prendre en pension chez lui. Son voisin est contremaître dans une usine de textile du quartier. Il lui a parlé de toi. Et le type s'est engagé à te prendre dans son équipe pour t'apprendre le métier. Tu pars là-bas après la fête de l'ours. Sénène ouvrit la bouche pour protester. Il n'avait aucune envie de s'expatrier à Barcelone. Et encore moins de laisser Marthe derrière lui, seul et sans défense face aux avances de ce vaurien de nous. En voilà un qui aurait sauté sur l'occasion, de faire son baluchon pour partir à la découverte d'un nouveau terrain où exercer ses tours effacéties. Ah, ce n'est pas lui que monsieur le curé aurait traité de pusillanime et velléitaire. Et ce n'est pas lui non plus qui aurait ravalé ses objections, refermé sa bouche et baissé la tête en signe autant de soumission que d'acceptation muette. Just Boixéder apprécia l'une autant que l'autre. Se frottant les mains avec entrain, il se leva de sa chaise. « Voilà qui est dit. Ta mère te préparera quelques affaires et je te donnerai de l'argent pour la diligence. Faut pas traîner, hein ?» Il en avait oublié son genou raidi et ses douleurs articulaires. Le dos redressé, les yeux brillants, il paraissait 10 ans de moins qu'à son entrée dans la pièce. Les épaules voûtées, ses naines en revanche accusaient le coup. Tous ses rêves, ses secrètes espérances s'écroulaient et il n'avait pas dit un mot pour l'empêcher. Ah ouais, l'abbé Pasco avait raison. Sur la table, le fusil de l'abbé gisait abandonné. L'œil rond du canon narguait le jeune homme, effondré.
Il ne méritait pas de porter une telle arme, même pour une partie de chasse symbolique durant le carnaval. Il se rendit compte que la musique s'était tue. La coble continuait son parcours par les rues du village pour donner l'aubade devant chaque porte. Celle des Bois-Cédés était restée close. L'exaltation, la fierté qui avait soulevé ses naines était retombée. Son heure de gloire était passée. « Demande à ta mère de lui donner un coup de chiffon et qu'elle y mette du cœur, hein. Faut que ça brille !» Boix-Coustouche s'était emparé du mousquet qu'il soupesait, tournait et retournait précautionneusement entre ses mains aux ongles noircis, la mine satisfaite. Un charrepu jouant nonchalamment avec un peloton de laine. On aurait presque pu l'entendre ronronner. Il aura belle allure à la tête des chasseurs. C'est sa place de droit. Il est grand temps qu'elle lui revienne. Il parlait du fusil, bien sûr, pas de son fils. Et là, on va passer au chapitre 2, parce que le 1, il était assez court, et on va juste faire la connaissance de l'ennemi juré de notre ami Sénène. Laurent noue tout ce qu'il n'est pas, et en plus, tous les deux sont concurrents pour la même jeune fille, Marthe. Le tranchant de la hache attaqua, précis, le fut en poursuivant le fil du bois. Un coup, 2 et 3. Il avait le geste sûr et maîtrisé. Le tronc de châtaignier s'ouvrit comme une fleur et les 4 piquets tombèrent sur le sol gelé de la clairière avec un bruit sec qui résonna jusqu'au plus profond de la forêt. Ils étaient parfaits, comme d'habitude. Ces piquets étaient réputés. Certains vignerons de la plaine ne juraient que par eux et n'hésitaient pas à monter chaque année jusqu'en Haut-Valespire pour lui en acheter. Et il n'en était pas peu fier. C'était la seule chose pour laquelle il tenait à ce que son travail soit bien fait. Pour le reste, il fallait bien l'avouer, il n'en faisait qu'à sa guise, quand et comme cela lui chantait. Depuis tout petit, il détestait les contraintes, mais il aimait la perfection de ses piquets. Laurent jaugea le tac qui atteignait à présent une hauteur respectable. À vue de nez, il y en avait plus d'une centaine, ou à peu près 120, s'il n'avait pas perdu la main. Il glissa sa hachette sous son aisselle et souffla sur ses doigts courts. Il ne portait jamais de gants, il avait besoin de sentir le manche de ses outils pour qu'ils deviennent le prolongement de sa main, de son bras. Il fit jouer ses articulations livides. Le froid était encore piquant et il lui fallut plusieurs secondes pour parvenir à les réchauffer. La buée qu'il exhalait entre ses lèvres gercées cristallisait dans l'air glacé en un petit nuage blanc, mais elle finit par remplir son office. Sa peau reprit une teinte plus rosée. Allez, il était temps de passer à l'épointage. Il reprit sa hachette, se saisit du premier pieu, examina rapidement ses 2 extrémités, et, se décidant, il entreprit d'en défiler une à petits coups rapides. Il n'avait même pas besoin de regarder, ses mains savaient ce qu'elles avaient à faire. Il ferma les yeux et huma l'air de la forêt. Les branches des arbres étaient encore dénudées, et la neige léchait leurs racines, mais Laurent pouvait déjà sentir la sève se remettre à circuler au creux du bois, lentement, imperceptiblement. C'était juste un frémissement, une très légère vibration, mais il la percevait jusqu'au plus profond de son être. Retiré au cœur de son silence, la nature s'étirait, bâillait, tentait de profiter encore de son confortable engourdissement, de le prolonger, et c'était inéluctable. Elle commençait à sortir de son long sommeil. Bientôt, le printemps pointerait sa tête verte et son rire joyeux. Un corbeau, perché sur la plus haute fourche d'un châtaignier, émit un croassement enroué comme pour le rappeler à l'ordre. « Mais c'est qu'il le narguait, ma parole !» Un sourire carnassier tira les lèvres de Laurent. Se baissant, il ramassa un caillou à ses pieds et d'un geste rapide, il le lança en direction du volatile narquois. La pierre passa à 5 centimètres du corbeau qui s'envola avec un nouveau croassement indigné cette fois. Laurent hocha la tête avec satisfaction. Il n'avait pas voulu toucher l'oiseau, seulement l'effrayer. Il n'avait pas perdu la main. Il avait fini d'épointer les piquets. Bien rangés en fagots de 30, ils attendaient d'être chargés à dos de mulet. Mais le traginet, le muletier catalan, était en retard. Une fois de plus. Dugnac en prenait vraiment à son aise depuis quelque temps. Il allait falloir qu'il s'explique. Bon, pas question de laisser le fruit de son labeur sans surveillance. Laurent devait l'attendre. Avec un soupir excédé, il s'assit sur une souche et sortit son couteau de la poche de sa veste, résolu à prendre son mal en patience. Avec du bois, on trouvait toujours à s'occuper. Et ce n'était pas la matière première qui manquait ici. Les éclats de châtaignier jonchaient le sol autour de lui. Tiens, celui-ci par exemple, il avait une forme intéressante. Il s'en saisit et entreprit de sculpter une tête de chien aux babines retroussées sur des dents aiguës.
Un nœud du bois figurait l'œil de la bête, un œil un peu fendu, inquiétant. À mieux regarder, c'était plus un loup qu'un chien d'ailleurs. Mais Laurent avait toujours eu du mal à rester en place. Ce n'était pas dans son tempérament. De plus, tailler les piquets l'avait fait transpirer, et la sueur qui avait coulé dans son dos et mouillé la flanelle de sa chemise, en se refroidissant, le faisait grelotter. Il se releva, rempocha le couteau et la tête de chien-loup, et se mit à marcher de long en large dans la clairière pour se réchauffer. Comme je vous l'ai dit, ces deux jeunes gens si dissemblables et en même temps quasiment du même âge, sont amoureux de la même jeune fille. C'est le point de départ de la haine, on ne peut pas dire moins, la haine qui va exister entre leurs deux familles pendant des générations et que vous découvrirez donc dans Ceux du château, Ceux du moulin. À demain.